de l'équipe économie circulaire et solidaire à la métropole du Grand Paris. On organise différents webinaires de sensibilisation aux enjeux de l'économie circulaire à destination des communes et des territoires de la métropole. Je vois que certains d'entre vous sont présents, bienvenue, mais aussi à tous les acteurs du territoire intéressés par les thématiques abordées. On a souhaité faire un webinaire spécifique sur la collecte des biodéchets avec un focus sur les acteurs innovants. C'est un sujet qui est extrêmement large, qui peut être abordé de plusieurs façons différentes. On a souhaité faire un focus aujourd'hui sur les solutions de jeunes acteurs innovants, qu'il s'agisse de start-up ou d'entreprises de l'ESS. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes structures, Axibio et les Alchimistes, qui nous ont été qui ont été accompagnés par notre partenaire Paris Co, partenaire de la métropole, et que je remercie. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui par qui nous aide sur ces webinaires. Donc, on va, avant de passer aux entretiens avec Pierre-André Galli d'Axibio et Victoria Richel des Alchimistes, on va vous proposer une petite introduction de cadrage pour repréciser un petit peu les termes techniques que vous pouvez rencontrer, faire un petit focus réglementation et vous rappeler les appellations qui vont vous aider à comprendre vous rafraîchir la mémoire sur les techniques, la suite de l'intervention en vous présentant un maximum d'acteurs innovants. Tissa, je te laisse la parole. Merci Stéphanie. Donc, en effet, comme l'introduisait Stéphanie, donc je travaille chez Circulaire, je suis managing consultante et je travaille notamment beaucoup avec les acteurs publics et parapublics. Et on voudrait vous proposer une introduction de cadrage assez succincte et vraiment qui dresse un peu le panorama de tous les sujets clés autour de la collecte des biodéchets. Donc, on va d'abord revenir sur quelques définitions clés pour bien cerner le sujet. On va faire un petit point sur la réglementation qui va avoir des implications sur les années à venir pour les collectivités. On va évidemment parler de collecte et puis on va aussi parler de prévention et de modalités de méthodologie de traitement pour cette typologie de déchets-là. Donc évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions, des réactions. C'est vraiment fait pour. Donc, pour commencer sur cette introduction de cadrage, on voulait revenir sur la définition de quelques termes clés pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, on compte aujourd'hui 3 grandes typologies de biodéchets qui vont avoir des méthodes, qui vont avoir déjà des origines différentes, mais aussi évidemment des opérations de traitement différentes. Donc, on a fait un tableau récapitulatif pour vous. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle communément les déchets verts. Ce sont les déchets des parcs et jardins. Donc, évidemment, ils proviennent des jardins publics, mais ils peuvent aussi provenir des jardins privés. Et ça regroupe vraiment tout ce qui va être gazon, feuilles mortes, herbes coupées, etc. Et ça va aussi avoir des... Enfin, ce sont quand même des volumes importants à prendre en compte. Et évidemment, après, on a tout ce qui va tourner autour de l'alimentaire. Et là, on va parler de 2 typologies de déchets différentes. D'abord, les déchets de cuisine et de table, et aussi les biodéchets liquides. Donc, pour les déchets de cuisine et de table, ce sont des déchets qui sont d'origine végétale, mais qui peuvent aussi avoir des origines animales. Et là, il y a une catégorisation précise qu'on a mentionnée dans le tableau qui vous permettent de vous y retrouver. Et puis pour les biodéchets liquides, en fait, on parle des huiles alimentaires, on ne parle pas des sauces et des boissons. Et en termes d'origine de ces déchets de cuisine de table et liquides, on a, comme vous voyez, de nombreuses possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence entre les petits et les gros producteurs de ces biodéchets. Donc, dans les petits, on a évidemment les ménages, mais aussi les bureaux. Et puis, dans les gros producteurs, on peut avoir la restauration commerciale ou collective, les magasins de vente au détail, les commerces de gros ou évidemment les industries agroalimentaires. Et on voulait pointer aussi le fait qu'il y a certains biodéchets, certaines activités qui ont des déchets végétaux, entre autres, qui ne vont pas tomber en fait dans cette catégorisation-là. Par exemple, les déchets
de l'agriculture, de la sylviculture ou encore de la pêche ne tombent pas dans cette catégorie biodéchets, comme on va en parler aujourd'hui. Et c'est important de l'avoir en tête évidemment pour pas faire de confusion. Et la deuxième remarque qu'on voulait vous porter, vous souligner aujourd'hui, c'était le fait que dans les déchets de cuisine et de table, certains peuvent être emballés et d'autres non. Et s'ils sont emballés, évidemment, cela va avoir des implications sur les opérations de traitement. Pour vous parler justement des sujets réglementaires autour de la collecte de ces 3 types de biodéchets, je vais laisser la main à Annabelle, il me semble. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous faire un petit focus sur la réglementation des biodéchets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen, donc, il y a une directive qui impose donc à l'ensemble des États européens de mettre en place le tri à la source des biodéchets en 2024. Et donc cela se traduit en droit français. Donc, dans le cadre de la loi de transition écologique pour la croissance verte et dans le cadre de la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc, les producteurs de biodéchets sont considérés comme des gros producteurs, dont ils émettent plus de 10 tonnes par an de biodéchets. Donc ça, c'est depuis 2016 et jusqu'à maintenant, ou 60 litres d'huile par an. Et la nouveauté, c'est donc dans le cadre de la loi AGEC, à partir du 1er janvier 2023, donc ces gros producteurs sont considérés à partir de 5 tonnes de biodéchets par an. Donc on passe de 10 tonnes à 5 tonnes au 1er janvier 2023. Et à partir du 31 décembre 2023, donc l'ensemble en fait des producteurs de biodéchets doivent mettre en place une solution de tri à la source et de valorisation des biodéchets. Donc, ce qui a concerné les collectivités dans le cadre de leur service public de gestion des déchets. Donc, une solution doit être proposée aux habitants. Ça va concerner également donc, les restaurants scolaires. Ça concerne également les marchés. Du côté professionnel, ça va concerner aussi potentiellement des restaurants commerciaux, les traiteurs, les fleuristes, bref, tous les producteurs en fait de biodéchets. Donc, il y a un enjeu important là qui arrive en 2023. Et l'objectif en fait de ces mesures, c'est à la fois donc de réduire les tonnages d'ordures ménagères, puisqu'actuellement beaucoup de ces biodéchets se retrouvent en ordures ménagères, donc sont soit enfouis, soit incinérés. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est mieux valoriser ces biodéchets. Et l'impact en fait de ces biodéchets en les valorisant mieux, c'est notamment de rendre plus fertiles nos sols. Donc de rendre à la terre en fait les biodéchets. Donc par de la collecte éventuellement séparée à la source ou de la gestion de proximité. Du coup, je passe la main. Oui, ça me fait une parfaite transition pour vous rappeler un peu les différentes modalités de collecte qui sont offertes pour les collectivités. Donc, il y en a 2 principales pour la collecte des biodéchets des parcs. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. On parle de la collecte des biodéchets pour les particuliers que peuvent mettre en place les collectivités. Donc, on en a 2 types. On a la collecte séparée d'une part et la gestion de proximité d'autre part. Pour la collecte séparée, comme d'autres typologies de déchets, on a d'un côté le porte-à-porte et de l'autre l'apport volontaire. Le porte-à-porte, c'est ce qui est généralement fait dans les zones urbaines pour les ordures ménagères, donc le fait d'avoir le camion poubelle très concrètement qui vient au domicile. Et l'apport volontaire, c'est le fait d'avoir des bennes adaptées qui permettent de collecter les différents flux, comme pour le verre, par exemple, en zone urbaine. Et de l'autre, on a la gestion de proximité. Et là, souvent, il peut y avoir un peu de confusion parce qu'on peut penser à plein de solutions possibles, mais d'un point de vue réglementaire, il y a vraiment 3 types d'actions qui sont préconisées. D'abord, des actions autour du compostage, donc soit un compostage domestique individuel, donc vraiment chez l'habitant, ou bien un compostage partagé, qui est donc dans un lieu, dans un lieu public. Et puis, pour ce qui est des déchets verts, on peut avoir des actions de broyage et de paillage qui peuvent être réalisées dans la collectivité. Et là encore, on voulait vous porter à votre attention quelques points. Donc d'abord, un point qui concerne les poulaillers. Les poulaillers ne sont
ne font pas partie des méthodes de collecte réglementaires que peuvent mettre en place les collectivités. Donc, évidemment, l'usage d'un poulailler à domicile par un particulier peut avoir sa pertinence, mais en tout cas, dans notre sujet, ça ne tombe pas dans les modes de collecte plébiscités par la réglementation. Et puis le deuxième point, c'est la gestion des biodéchets des professionnels, puisque là, la collecte séparée ou la gestion de proximité répondent à la collecte pour les particuliers. Pour les professionnels, ce n'est pas une responsabilité qui incombe à la collectivité. Toutefois, elle peut quand même mettre en place, ou en tout cas faciliter le dialogue entre des professionnels et des solutions pour faciliter la collecte sur son territoire. Donc, elle peut être motrice sur le mouvement, mais ça ne lui incombe pas dans sa responsabilité. Et là, on va passer justement plutôt sur les sujets de prévention et de traitement pour voir comment on peut à la fois réduire le flux de biodéchets en amont et puis réussir à mieux le traiter en aval. Donc, sur les actions qu'on peut réaliser en amont, c'est tout ce qui va s'apparenter à de la prévention pour limiter les flux de biodéchets et par là aussi réussir à lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Pour redonner quelques chiffres clés, c'est 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire chaque année en France et c'est un objectif national de réduction de 50% du gaspillage alimentaire à horizon 2025. Donc, c'est un objectif assez important et pour s'y tenir, la prévention est évidemment un outil clé à valoriser dans les démarches. Donc, quand on parle de prévention, on peut identifier 3 types différents. La sensibilisation, la lutte contre le gaspillage et puis enfin des solutions plus technologiques, plus techniques qui visent plutôt à de l'optimisation des flux. Si on parle de sensibilisation, donc il y a plusieurs types d'actions qui peuvent être identifiées. Là, on a mis 3 exemples principaux. Donc, il y a évidemment tous les dispositifs qui peuvent être mis en place dans la restauration, notamment collective, souvent dans les écoles d'ailleurs. On a aussi un grand pan très important au niveau de l'information aux consommateurs, par exemple de la sensibilisation autour des dates de consommation. Et puis, on va avoir tout ce qui va être sensibilisation pour aider le consommateur à mieux décider, à mieux gérer en fait ses aliments. Sur la lutte contre le gaspillage, c'est peut-être le type d'action qui aujourd'hui est le plus plébiscité sur le sujet, en tout cas dans le monde des startups et des associations, puisque évidemment, on va retrouver toutes les actions de dons à des actions caritatives. On va avoir tous les dispositifs de vente de produits invendus ou hors calibre ou encore en date courte auprès de professionnels comme de particuliers. Dans la restauration collective, on va avoir des actes du type réservation de repas en avance. Et puis, auprès des producteurs, on va avoir des actions qui vont essayer d'écarter en fait du déchet tous les aliments hors calibre et de réussir à les remettre dans le circuit de façon innovante. Et enfin, sur la prévention, on peut aussi mettre en place des outils, que ce soit de l'intelligence artificielle, des logiciels, des applications, souvent à destination des professionnels, qui leur permettent de mieux gérer leur stock, leur quantité, de faire des choix plus éclairés sur les filières de revalorisation et aussi de mieux, par exemple, calculer des prix pour certains types de produits, notamment en date courte. Et pour vous donner un peu de visibilité sur ces différents types de prévention, on a dressé un panorama qui évidemment est non exhaustif des startups et des associations françaises qui se mobilisent sur le sujet de plus en plus et qui travaillent avec de nombreux types d'acteurs privés ou publics. Donc, si on part du début de la chaîne des producteurs, on va avoir par exemple une startup comme Ornom ou une association comme Solal qui va venir proposer des solutions pour éviter que des aliments tout à fait consommables soient jetés parce que, par exemple, ils sont hors calibre. Pour les industriels agroalimentaires, aussi des associations ou des entreprises comme Commerceau qui viennent apporter des solutions pour optimiser leur flux et réduire leurs déchets. Là où on va avoir aujourd'hui le plus de startups, le plus de solutions qui se développent, c'est vraiment sur les acteurs de la grande distribution et tout ce qui va tourner aussi sur les commerces de proximité. Donc là, il y a sûrement des logos qui vous sont familiers, comme Too Good To Go ou encore Phoenix, mais il y a aussi d'autres typologies de solutions comme
des supermarchés avec, uniquement des dates courtes comme nous, anti-gaspi, ou encore des applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour aider la grande distribution comme Smartway. On a aussi des solutions de plus en plus qui se développent pour faire de la prévention auprès de la restauration collective et ou commerciale. Donc, que ce soit pour cuisiner avec des produits hors calibre en date courte, pour aussi mieux gérer les flux, pour éviter d'avoir trop de déchets en fin de service. On va évidemment avoir des acteurs qui travaillent en lien direct avec des associations. Donc là, on n'a pas mis les acteurs historiques comme les Restos du Cœur. Évidemment, on a vraiment mis les acteurs un peu plus innovants ou start-up qui travaillent en lien avec les associations pour rediriger certains flux pour des populations en précarité. Et puis, évidemment, on va avoir toutes les solutions qui tournent autour des particuliers, donc des solutions de prévention, parfois même qui tournent autour du jeu et de la gamification, comme 90 jours ou Ma Petite Planète. Et puis, on va avoir des solutions innovantes aussi qui permettent de mettre en lien les particuliers entre eux pour faire des dons de denrées alimentaires au lieu de les jeter. Et pour clore cette partie donc, sur la prévention, évidemment, il y a toujours des flux très importants qu'on ne va pas réussir à éviter. Et pour cela, le traitement et la revalorisation sont évidemment très importants à optimiser et à plébisciter. Et pour cela, je laisse Stéphanie vous en parler. Merci Tissa. On se permet de mettre beaucoup l'accent sur la prévention et sur les différents exutoires de revalorisation avant que les produits deviennent des déchets. Parce que pour rappel, 1/3 des calories produites dans le monde sont gaspillées. Que ce soit du champ à la poubelle, 1/3 des calories produites dans le monde sont gaspillées. C'est un chiffre qu'il faut bien avoir en tête. Donc la prévention du gaspillage, c'est aussi mobiliser différents leviers de revalorisation pour éviter que des produits qui ne sont plus consommables en l'état deviennent des lieux. Sur la droite, vous voyez des images de zoo ou d'élevage de chiens. Ça peut être un exutoire pour des produits qui sont plus propres à la consommation humaine. On a des acteurs tels que Phoenix, par exemple, qui peuvent vous accompagner sur ces procédures de dons. Pour les collectivités, puisqu'on sait qu'on a pas mal de communes et de territoires de la métropole présents aujourd'hui, j'attire votre attention sur une initiative portée par l'entreprise Explicit qui s'appelle Crumbler. Donc, il s'agit de prendre tout le pain de restauration collective ou même de boulangerie qui n'est plus suffisamment frais pour être vendu en l'état, qui peut être réduit en miettes, puis réintégré à des nouvelles préparations. Ramen Tedresh, donc, qui permet de revaloriser en nouilles des dresh de Bresson, donc des coproduits du processus de brassage. Pour finir, un petit moment vocabulaire sur le traitement. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire qui est vraiment consacré à la collecte. Néanmoins, pour que vous puissiez suivre les discussions qui vont suivre, un bref rappel. Tissa vous l'a expliqué, certains déchets organiques peuvent être emballés, donc il y a besoin qu'elles soient désemballées, donc déconditionnées, c'est l'appellation technique, avant de passer en filière de traitement. Donc, on vous a mis 2 acteurs start-up actifs sur ce secteur, donc Green Creative et Axio aujourd'hui. Après, en termes de filière de traitement en elle-même, les 2 plus grandes, les 2 plus connues, c'est le compostage et la méthanisation. Le compostage, vous voyez tous, qui peut être industriel ou domestique. Industriel, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'usine impliquée, mais ça veut dire que c'est fait par des professionnels avec installation classée pour la protection de l'environnement, installation CPE, avec différents acteurs. Donc là, on a référencé les alchimistes, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, Upcycle, mais aussi il y a Moulino, DM Compost et de nombreux acteurs locaux partout sur le territoire. L'autre grande filière de traitement, c'est la méthanisation. Donc là encore, je vous ai mentionné des acteurs innovants sur le sujet, Trion, Enerpro. Là, il s'agit d'accélérer un processus naturel de fermentation des biodéchets pour en faire de l'énergie, donc du biogaz d'une part, et un fertilisant qui s'appelle le digesta.
Il y a des filières moins conséquentes en termes de volume, où il y a également des acteurs innovants. On peut mentionner les chaudières biomasse avec un acteur comme Énergie, et des filières monodéchets. Donc là, ça veut dire, c'est des filières qui sont vraiment beaucoup plus petites en termes de gisement. On peut penser aux gisements de café, des restes de café issus des cafetiers qui peuvent être revalorisés pour faire pousser des pleurotes avec des acteurs comme la boîte à champignons. Ou si on parle d'une autre filière monodéchets, la récupération des huiles. Il y a évidemment beaucoup d'acteurs sur le sujet, et si on vous mentionne un acteur de l'économie sociale et solidaire, on peut penser aux différentes branches locales de Roule ma frite, qui revalorisent des huiles alimentaires en biocarburants, avec des précautions sur les réglementations liées au moteur et ce qu'on a le droit de mettre dans son moteur pour circulation short. Deux autres modes de traitement, pré-traitement, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a le tri mécanico-biologique. C'est une technologie plus récente, le compost, ça date de l'apparition des végétaux sur Terre. Là, il s'agit de récupérer dans les ordures ménagères résiduelles la fraction fragmentescible, la fameuse FOM, fraction fragmentescible des ordures ménagères. C'est une techno qui a produit des résultats mitigés, qui a été assez controversée et qui aujourd'hui n'est plus soutenue financièrement par l'ADEME, qui encourage les collectivités à préférer d'autres modes de traitement, notamment pour des raisons de pureté du gisement qui est ensuite valorisé soit en compostage, soit en méthanisation. Et enfin, un petit mot sur les déshydrateurs de biodéchets. Donc, un déshydrateur, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une grosse machine type un gros frigo dans lequel les déchets sont séchés. On enlève l'eau, un biodéchet c'est 80% d'eau, et on obtient un séchat, une poudre. Alors attention, ces poudres ne sont pas passées par une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc techniquement, elles ne sont pas sorties du statut de déchet. Elles ont été de facto hygiénisées, donc chauffées très longtemps. Donc les pathogènes sont a priori détruits, mais ce n'est pas contrôlé. Donc le séchat est encore un déchet, ne peut pas être revendu, contrairement à ce qui sort d'une installation de compostage où vous pouvez acheter des sacs de compost. Parce que là, ça a été contrôlé que le compost a bien été chauffé suffisamment chaud pendant suffisamment longtemps pour destruction des pathogènes. Voilà le point sur le traitement. On va répondre au fur et à mesure à vos questions dans le chat. Je vois que le sujet passionne et donc il y a beaucoup de questions, mais je passe la parole à Tissa et à Pierre-André Galli, à Eléa et à Pierre-André Galli pour une présentation des activités d'Axibio. Merci beaucoup Stéphanie, et merci aussi à Tissa et Annabelle pour ces premiers éléments de cadrage. Donc Pierre-André, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien, Eléa, merci. Parfait. Vous m'entendez tous? Pour moi, c'est bon. J'imagine que c'est bon pour le reste. C'est bon. Donc Pierre-André, vous êtes le cofondateur et le directeur général aujourd'hui d'Axibio. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par présenter un petit peu votre structure? Oui, avec plaisir. Alors Axibio, on est une jeune entreprise spécialisée dans la conception d'équipements connectés, de solutions digitales pour la collecte et le traitement des biodéchets. Donc notre métier, c'est de structurer la filière depuis la poubelle du particulier ou des petits, moyens, gros producteurs jusqu'à l'entrée en valorisation. Et donc, ça veut dire fournir des équipements de pré-collecte et de collecte, donc pour les villes, des bornes d'apport volontaire, je vais vous en dire quelques mots rapidement, des conteneurs spécifiques qui peuvent être équipés de balance pour les gros producteurs, notamment la restauration collective. Ce sont des solutions de contrôle d'accès qui peuvent être simples ou avec balance embarquée. Donc ça, on est à peu près les seuls à faire ça dans le monde. Et également des équipements type déconditionneur pour assurer une qualité de retour au sol qui soit exemplaire, puisque la réglementation est de plus en plus stricte sur la présence d'inertes dans la matière organique avant d'entrer en méthanisation ou en compostage. Donc, j'avance. Donc, on conçoit des bornes d'apport volontaire, donc, qui vont de 240 litres à 600 litres.
donc, qui peuvent incorporer un bac donc de 120, 180 ou 240 litres, des équipements qui permettent d'intégrer un bac de 400 litres, 4 roues, et puis un dernier modèle qui permet d'intégrer une caisse palette de 500 ou de 600 litres. Donc on a des bandes d'apport volontaire qui permettent d'aller d'un volume de collecte de 120 litres jusqu'à 600 litres et de pouvoir adresser ainsi des cas de figure qui sont différents d'une collectivité locale à l'autre. On fournit également des contrôles d'accès, donc qui peuvent être simples, ou dotés d'une balance embarquée, si bien qu'on est capable de restituer après le poids déposé par chaque usager, aussi bien à la collectivité qu'à l'usager lui-même. Et puis, on fournit aussi des solutions qui permettent pour la restauration collective de collecter les biodéchets avec ou sans sac et de pouvoir mesurer également le poids qui a été déposé. Donc, on fournit des solutions de mesure du gaspillage alimentaire pour la restauration collective et commerciale. Puisque le but, c'est d'une part, je dirais, de réduire le gaspillage et d'autre part, ce qui ne peut être réduit, embarqué vers des filières de valorisation telles que le compostage et la méthanisation. Et enfin, donc, on fournit des déconditionneurs, et les déconditionneurs permettent à la fois de traiter les biodéchets qui sont emballés, donc issus de la grande distribution, et qui, pareil, n'ont pu être traités par des acteurs comme Phoenix ou Commerceau, et puis aussi de purifier la matière organique, c'est-à-dire d'évacuer les erreurs de tri qui ont pu être déposées malencontreusement avec les biodéchets, de ces qu'on en trouve, par exemple, des pots de yaourt, des opercules, des filets d'orange, des couverts, des canettes et des tas de choses. Voilà donc notre métier. On est à la fois concepteur d'équipements et puis informaticien avec tout ce qui est contrôle d'accès, balance embarquée, mesure de gaspillage. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Là, aujourd'hui, j'aimerais avoir votre vision sur la filière. Est-ce que vous voyez des grandes tendances qui se dégagent, notamment au niveau du domaine de la collecte des biodéchets aujourd'hui, donc des enjeux, peut-être on pourrait aussi revenir sur les évolutions à venir et ce qui fonctionne aujourd'hui. Oui. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs enjeux liés à la mise en place d'une collecte et d'une valorisation des biodéchets. Et ça, alors, c'est pas moi qui l'invente, c'est le résultat de beaucoup de discussions avec les collectivités locales un peu partout en France, voire au-delà de nos frontières. Et puis, c'est aussi le résultat constaté suite à des expériences et des mises en place qu'on a pu réaliser avec un certain nombre de territoires. Et en fait, d'une certaine façon, je peux dire que c'est variable en fonction de la nature de la collectivité. Quand on est sur un territoire extrêmement dense, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux que lorsqu'on est dans un territoire semi-rural. Mais j'en ai listé à peu près 5 ou 6. Je dirais un premier enjeu, c'est comment est-ce que je peux détourner, vous allez voir qu'en fait, il détermine beaucoup d'autres enjeux. Comment est-ce que je peux détourner au maximum la matière organique présente dans les ordures ménagères de façon à avoir une collecte qui soit efficace. Il faut voir qu'on a une réglementation, comme vous l'avez bien expliqué, qui impose de détourner, d'envoyer les biodéchets vers une filière de valorisation adéquate, mais il y a aussi des enjeux chiffrés en matière de réduction des OMR. Je n'ai plus les chiffres en tête, je ne sais plus, à 225 ou 250 kg par habitant, mais il y a dans la réglementation des enjeux de baisse significative d'ordures ménagères, ce qui veut dire que lorsque je mets en place une collecte séparée des biodéchets, ça doit avoir un impact qui soit quasiment mesurable sur les OMR. Ce qui fait que si je mets en place une collecte et que derrière je ne constate pas de baisse des ordures ménagères, quelque part, je n'ai pas vraiment atteint mes objectifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est quand même concomitant de la mise en place des extensions de consignes de tri sur les plastiques. C'est-à-dire qu'à la fin, je sépare les biodéchets eux-mêmes ou est-ce que je sépare quelque part le reste, c'est-à-dire beaucoup de plastique de mes biodéchets. Parce que si je regarde ma poubelle aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup d'organique et le reste, bon, c'est quand même pas forcément des quantités énormes. Et ça veut dire qu'il faut que j'embarque toute la matière organique et pas seulement ce qui me fait plaisir. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir évacuer le SPA3 et notamment la fraction carnée, le poisson, les laitages et tout ce qui n'est pas strictement végétal. Donc, il faut être bien clair dans les consignes de tri
en tout cas, en fonction de la filière qu'on met en place, si je mets des composts de quartier, c'est peut-être pas les mêmes consignes de tri que si je fais une collecte exhaustive. Mais lorsque je fais une collecte et que les biodéchets partent en compostière industrielle ou en méthanisation, je peux vraiment tout embarquer. Et donc, il faut être clair là-dessus pour pouvoir avoir un impact, notamment en termes de coûts, sur la collecte des OMR, parce que si je n'ai pas de biodéchets dans mes OMR, je vais pouvoir réduire la fréquence des collectes de mes OMR et donc pouvoir avoir une maîtrise de mes coûts de collecte. Donc ça, c'est un enjeu qui est important. L'autre, ça va être quand même la propreté. Et je constate que dans toutes les discussions que j'ai avec les collectivités locales, est-ce que ça va se sentir mauvais? Est-ce qu'il va y avoir des bêtes? Alors les bêtes, c'est pas toujours, notamment les petites mouches, c'est pas toujours évident de les éliminer. Même si on a détruit la moitié des insectes sur Terre, il en reste encore. Mais la propreté, ça se gère. Et ce qui peut sentir mauvais, c'est essentiellement le biodéchet en lui-même, mais bien plutôt les jus qui peuvent stagner au fond d'un bac ou les lixivias qui restent séchés, collés aux parois. Donc, un des enjeux, c'est de pouvoir nettoyer le bac ou la caisse palette, enfin, en tout cas le contenant qui est dans le point d'apport volontaire. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut les nettoyer à un moment donné. Donc, soit on le nettoie in situ, soit on les nettoie sur un site. En fonction du type de mode de collecte que je vais choisir, ordure ménagère ou rotation, il va falloir que j'intègre cette notion de propreté. Il y aura aussi troubles musculo-squelettiques. Si j'ai des bacs qui sont très très lourds, attention à mes rippers, ça peut être parfois pas neutre en termes de charge à déplacer. Quand vous avez un bac de 240 litres, jusqu'au bout, vous êtes facile 120, 130, 140 kilos de déchets. Ce n'est pas des ordures ménagères, donc il faut l'intégrer, ça. Et il y a la qualité des matières. Donc, qu'est-ce que je vais récupérer dans mes bandes de collecte? Est-ce que je vais récupérer que du biodéchet ou des indésirables? Il faudra que je puisse éventuellement traiter ça à l'aide peut-être d'un déconditionneur, soit sur le site de valorisation, soit sur un site intermédiaire. Il y a naturellement la présence d'une unité de valorisation, compostage ou méthanisation à proximité de ma zone de collecte. Heureusement, il y en a de plus en plus en France. Ce n'est pas forcément le cas il y a 5-10 ans. Donc, est-ce que j'ai bien, moi, collectivité locale, pas très loin de chez moi, une unité capable de reprendre mes biodéchets? Et naturellement, j'aurai la notion de coût qu'il faudra que je maîtrise. Et donc, ça me renvoie à mon projet que j'ai évoqué au début de ce sujet. Ok, merci beaucoup Pierre-André. Ça fait beaucoup d'éléments. Oui, j'espère que ce n'est pas trop long. Là, en fait, avec les petits problèmes de connexion, on est en manque de temps. Moi, je voudrais vous poser une dernière question. Axibio, aujourd'hui, s'est positionné sur le point d'apport volontaire. Pourquoi préférer ça plutôt que la collecte porte-à-porte? Alors, le point d'apport volontaire n'est pas forcément l'unique solution, mais c'est quand même la solution la plus économique par rapport au porte-à-porte pour collecter les déchets. Alors, ça dépend des usages, des pratiques, voire des pays, mais c'est en gros 3 à 5 fois moins cher qu'une collecte en porte-à-porte. Alors, il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre ça. Sur une bande d'apport volontaire, je peux mettre, en fonction du volume que j'alloue sur la voirie, entre 100 et 300 personnes pour une collecte une fois par semaine. C'est-à-dire que je peux doubler le nombre de personnes si je fais 2 fois par semaine. Et donc, ce qui veut dire que pour une ville moyenne de 10 000 habitants, c'est quelques dizaines de points que je vais collecter plutôt que de passer devant chaque porte. Or, comme on sait qu'un ménage, en tout cas un Français en moyenne, va faire 1 à 1,5 kg de déchets alimentaires par semaine. Si vous prenez un foyer moyen, c'est 2,3 personnes avec une maison individuelle. Vous passez votre temps à ramasser des petits seaux, si je puis dire. Donc, c'est bien plus efficace de massifier à un endroit donné ces déchets de façon à pouvoir faciliter la tâche du collecteur et maîtriser les coûts. Ouais. Qui n'exclut pas le porte-à-porte dans certains cas de figure, ou par tradition, si je prends en dehors de la frontière, l'Allemagne est plutôt porte-à-porte, l'Espagne est plutôt point d'apport volontaire. Merci beaucoup pour ces éléments. Sur ce sujet porte-à-porte, il y a les alchimistes qui pourra peut-être nous donner quelques éléments. Merci beaucoup Pierre-André pour votre intervention. On va maintenant passer à la deuxième intervention, celle des alchimistes.
avec Victoria Richel. Est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Super. Aussi? Super, ok. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et je suis ravie de vous partager notre travail avec les collectivités. Je laisse Eléa me poser des questions parce qu'elle m'a dit qu'elle allait me poser des questions. Exactement. C'est juste que moi, de mon côté, il y a des petites interférences. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous n'entendez plus rien. Voilà. Oui, donc bienvenue Victoria. Vous êtes responsable du développement chez les alchimistes. Tout à fait. Vous avez des slides à partager, magnifique. Est-ce que vous pourriez nous introduire en quelques mots assez rapidement ce que fait les alchimistes concrètement? Oui, alors les alchimistes, on a été créé en 2017, on est une entreprise sociale et solidaire et notre métier c'est la collecte et la valorisation et la sensibilisation des biodéchets en milieu urbain, en circuit court. Donc en fait, notre objectif c'est vraiment de gérer toute la verticale du déchet. Dans cette slide, ça n'apparaît pas, mais il y a la partie sensibilisation, donc formation, sensibilisation et gestes de tri. Ensuite, c'est de la collecte donc en milieu urbain, en zone dense, en véhicule léger et en BOM. L'objectif, c'est d'être à moins de 20 km de nos clients. Ensuite, on rapatrie les déchets alimentaires sur des sites de compostage. Donc, on a des sites de compostage à proximité et on fait une valorisation en compostage en 2 à 3 mois. Le compost, du coup, il nous est propre, on le norme et on peut le vendre à des agriculteurs, à des particuliers. Et l'objectif, c'est évidemment d'avoir du compost de qualité et donc, du coup, en amont des biodéchets de qualité. Notre objectif, c'est d'être à 10% des déchets alimentaires français d'ici 2030. Et là, quel type de déchets, vous compostez? Oui, alors on prend SPAN3, donc tout type de déchets alimentaires, déchets carnés, déchets de table, déchets de production, et tout ce qui va être aussi un petit peu de déchets verts. On n'a pas de plateforme de déchets verts sur le compostage, on va le faire auprès de fleuristes, comme on est toujours en milieu urbain, on peut avoir du déchet de drèche par exemple, ou ce genre de choses, donc voilà, on va vraiment collecter tout ce qui est déchets alimentaires en grande priorité et un petit peu de déchets verts. Juste dans cette slide, ça montre vraiment la circularité de notre projet, puisque en fait, le compost, il sert à des maraîchers, des agriculteurs qui travaillent vraiment à proximité et qui peuvent fournir les assiettes de certains restaurants avec lesquels on travaille, fournir les produits, et donc vraiment boucler la boucle. Juste pour vous dire où est-ce qu'on est, on est à Paris, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Toulon, Marseille. Il manque Montpellier sur cette carte et La Réunion, et bientôt les Maldives. C'est à peu près 7000 tonnes maintenant de biodéchets qui sont collectés et une centaine de collaborateurs par an. Voilà. Merci beaucoup, Victoria. Je vous laisse. Ouais. Non, mais donc voilà, oui, du coup, tu me demandais, Eléa, quelles sont les typologies de clients avec lesquels on travaille. On travaille avec des typologies privées, publiques vraiment très diversifiées, puisqu'il y a la réglementation qui oblige déjà les professionnels à valoriser leurs biodéchets de plus de 10 tonnes depuis un certain temps déjà. On va travailler avec la restauration collective en entreprise, dans le secteur de la santé, dans le secteur scolaire, la restauration aussi, évidemment. Les collectivités via les ménages et via des expérimentations et le lancement de certaines mises en place de collecte et de valorisation des biodéchets. Et puis la GMS dont on a un petit peu parlé, donc voilà, avec un scope assez élargi. Ok, merci beaucoup. Et je crois que tu étais aussi ici aujourd'hui pour partager plusieurs retours d'expérience que vous avez pu avoir avec les alchimistes. Quels éléments tu voudrais nous présenter aujourd'hui? Alors, je voulais vous parler de 2-3 projets avec lesquels, 3 projets essentiellement avec lesquels on travaille. Le premier, c'est le projet de Stein. Donc, Stein et le Clos Saint-Lazare, c'est un quartier prioritaire de la ville dans lequel on a installé un site de traitement hyper local. Ce site de traitement, il est vraiment au cœur du quartier et ça nous permet de faire une collecte hypermobile. C'est assez particulier, c'est vraiment une collecte en mobilité douce où des points d'apport volontaires ont été installés et où on a pu venir les collecter.
En gérant toute la verticale, c'est-à-dire sensibilisation avec traitement et valorisation du compost, en fait, on peut avoir des indicateurs, on peut suivre des indicateurs et on peut vraiment avoir de la donnée. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la mise en place de cette nouveauté collecte, et c'est un peu avec ce que vous disiez tout à l'heure, parce que en fait, c'est nouveau, on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre comment les gens participent. Et donc, dans ce quartier qui était un quartier historiquement avec des taux de tri assez faibles sur la poubelle jaune, en fait, on se rend compte qu'on arrive à avoir des taux de captation sur les foyers équipés qui sont relativement honorables. Et donc, on a réussi à collecter à peu près 85 tonnes depuis octobre 2020, en travaillant aussi avec quelques professionnels scolaires. Et on a déployé donc 29 points d'apport volontaires en accès libre. La qualité de tri, compte tenu du fait que c'est de l'accès libre, est vraiment très bonne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gisements qui n'ont rien à faire là, qui intercèdent de temps en temps. Mais quand les gens font le tri et quand on ouvre les sacs compostables dans lesquels les gens déposent leurs déchets, là, il y a vraiment très peu, voire aucune erreur de tri. Et donc, c'est en ça que c'est assez prometteur sur la capacité et évidemment, du coup, sur la capacité à sensibiliser en amont pour avoir ces taux-là. Le cheval a eu un vrai rôle et pour nous, c'est important de dire que ce n'est pas du tout forcément réplicable. C'était très propre à ce projet-là et on trouve que, en tout cas, donner de la transparence et avoir un site et travailler avec les partenaires locaux, parce qu'en fait, la deuxième partie du projet sur la sensibilisation, ça a été évidemment de travailler avec le tissu associatif local, avec les régies de quartier, pour vraiment faire partie de ce tissu-là et montrer ce qui se passait. On est allé dans les écoles, parler aux élèves, on les a fait venir sur notre site de compostage, etc. Et donc, c'est aussi ça qui a permis le succès du projet. Je affiche malgré tout. Très bien. Alors, oui, effectivement. Là, tu voulais nous partager une autre... Oui, je voulais vous partager un autre projet. Alors, normalement, sans le partage, vous devez pouvoir quand même voir. Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, on travaille avec Grand Orly-Seine-Bièvre suite à l'initiative de 3 villes avec lesquelles on a démarré. C'est Fresnes, Savigny-sur-Orge et Rungis, pour lesquelles on collecte les déchets alimentaires de 26 écoles. Là encore, le fait de pouvoir gérer entièrement la chaîne nous permet d'apporter des informations précieuses à Grand Orly-Seine-Bièvre qui, derrière, doit pouvoir généraliser sur le reste de son territoire et savoir un petit peu mieux attendre en termes de quantité de déchets, de conditions de collecte, etc. Aujourd'hui, on a à peu près 45 tonnes de biodéchets qui ont été valorisés et un tri de très très bonne qualité, compte tenu des élèves, du fait que c'est quand même les élèves qui font le tri. Parce que, en fait, ce que je n'ai pas mentionné, mais en fait, on évalue la qualité de tri de nos clients. Chacun des bacs qu'on vient collecter, comme on le fait en échange de bacs, on le verse sur une table de tri et on peut, du coup, voir ce qui se passe dedans. Et on va prendre des photos, on va pouvoir voir. Et donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Tout ce qui est en vert, là, c'est du tri 3 étoiles. Ça veut dire qu'il y a moins de 5 erreurs dans le bac 120 litres qu'on a collecté. En revanche, quand c'est jaune, ça veut dire qu'il y a eu quelques erreurs. Et puis, le noir, ça a été carrément un déclassement DIB. Ça veut dire que vraiment, il y avait un bac dans lequel il y avait vraiment trop d'erreurs. La possibilité a permis d'avoir des donnages importants dès le départ, d'accompagner les équipes de cuisine au changement et de sensibiliser les élèves dans ces enjeux-là pour mieux comprendre les enjeux liés au tri. Et du coup, aussi avoir cette qualité de tri qui est franchement irréprochable. On est très content. Dernier mot sur une autre expérimentation qui, elle, se fait dans l'arrondissement et sur lequel on s'est lancé il y a 1 an déjà. Où en fait on a mis des points d'apport volontaires en contrôle d'accès. Et là, on est en partenariat avec Urban Lab et l'objectif, c'est vraiment de comprendre les usages liés au PAV et de comprendre quand est-ce que les gens déposent, combien de fois par semaine, à quel horaire, est-ce qu'ils continuent dans la durée ou est-ce qu'ils s'arrêtent,
et vraiment de comprendre mieux les usages. Donc, c'est pas juste d'avoir des bons taux de captation et d'avoir des flux propres, mais aussi de bien comprendre ce qui se passe. Et donc, dans ce 13e arrondissement, on a 5 points d'apport volontaire, on en a 2 qui viennent d'être installés hier, enfin la semaine dernière. Et on a des très bons résultats aussi en termes de taux de captation, et évidemment en qualité de tri, puisqu'on va avoir un taux de captation de à peu près 34%. Et ce partenariat-là, on l'a fait avec un partenaire privé qui s'appelle Sphère, qui est donc une marque de sacs compostables, et qui a choisi de financer ces projets. Et depuis, on est en discussion avec des collectivités pour lancer ce genre d'expérimentation avec d'autres collectivités et le mettre en place de façon un petit peu opportuniste sur des quartiers avec cette idée de dire, bon, il faut qu'on lance, c'est bien de faire une étude, ça c'est même nécessaire, l'ADEME les finance, et c'est vraiment, mais l'étape d'après, c'est de faire des expérimentations à petite échelle sur en gros 10 000 habitants. On peut, via des expérimentations de marché innovants, venir installer en gros 10 à 15 points d'apport volontaire et pendant un an, tester cette solution, voir si elle fonctionne, et avec le système d'échange de bacs, avoir les données qui nous permettent derrière de dimensionner plus largement ce qui pourrait se passer par la suite. Voilà, j'ai terminé. J'ai essayé de parler vite pour parler de tout, mais j'espère que ça est resté compréhensible. Merci beaucoup. Et donc pour toi, les expérimentations notamment, c'est vraiment un levier très, très important pour pouvoir lancer la collecte des biodéchets pour une collectivité, par exemple? Oui, alors nous, on vient un petit peu de là, en fait. On a démarré en se disant, c'est le Covid, tous les gens sont chez eux, ils ont besoin d'une solution. Et on a envie d'aller chercher des déchets qui sont, où les gens sont prêts, en fait. Les citoyens sont prêts. L'avantage d'une expérimentation, c'est que c'est un coût qui reste relativement restreint, avec un financement de l'ADEME sur toute l'année 2022 et probablement sur 2023 aussi pour préparer. Donc, c'est aussi l'ADEME qui le recommande, il n'y a pas que moi. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on a fait une étude, on a vu les choses en chambre sur un fichier Excel, on prévoit, c'est quoi la réalité du terrain? Et surtout, apporter une solution aux gens qui ont envie aujourd'hui qu'il y ait une solution pour eux et qui sont prêts. Et on le voit très bien avec... dans le 13e arrondissement, on a des taux de captation qui sont assez faciles malgré le contrôle de l'accès, parce qu'en fait, il y a vraiment des gens qui sont motivés pour faire ces 50, 100 premiers mètres ou 150 premiers mètres pour aller jusqu'au point d'apport volontaire et y déposer leurs déchets, tout en restant dans des coûts qui sont contrôlés, comme vous le disiez, M. Galli. Donc, c'est vraiment un bon premier pas vers le dimensionnement plus élargi d'une collecte en marché, etc. Ok, merci beaucoup. Et juste pour terminer peut-être, est-ce que tu aurais des recommandations pour par exemple des collectivités locales qui voudraient se lancer, qui n'ont pas encore lancé d'expérimentation ou des projets plus aboutis? Est-ce que tu as des recommandations? En fait, vraiment la première étape, et c'est une exigence de l'ADEME, c'est de lancer une étude. Donc, il faut évidemment commencer par cette première étude et dans un deuxième temps, lancer des expérimentations. Je leur dirais de m'appeler et qu'on en discute ensemble. Il y a déjà plein de choses qui se font. Nous, on essaye aussi d'être en partenariat avec des acteurs qui ne sont pas que des acteurs du déchet. Et sur le compostage collectif aussi, on a des réflexions de dire... pour aller chercher l'ensemble des biodéchets où, par exemple, on a un composteur pour la partie végétale, pour les fruits et légumes, on peut essayer de prendre un point d'apport volontaire à proximité pour avoir les déchets carnés, les déchets de poisson, etc. Super. Merci beaucoup pour ton intervention, Victoria. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous également d'être restés aussi longtemps. Je vais quand même passer la parole à Annabelle. Est-ce que tu es toujours là? Oui, bien sûr. Un petit mot de remerciement du coup à l'ensemble des participants et aux intervenants. Mais avant de nous quitter, on aurait recueillir votre avis avec une petite
enquête de satisfaction qu'Eléa va vous lancer. Vous avez juste une petite note à attribuer à ce webinaire. Voilà, ça s'affiche à votre écran, donc vous pouvez cliquer. Simplement vous redire aussi que ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un cycle de webinaires de sensibilisation à l'économie circulaire, le dernier étant sur le tourisme circulaire. Vous pouvez le retrouver sur grandpariscirculaire.org et il y aura 2 nouveaux webinaires qui seront proposés à la rentrée. Donc, vous recevrez l'information prochainement. Merci beaucoup pour votre participation. Une fois que vous avez répondu, vous pouvez retourner à vos activités, évidemment. On vous souhaite une excellente journée. Et merci encore à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à toutes et à tous.